Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, permettez-moi tout d'abord de présenter mes remerciements aux organisateurs du colloque, donc le professeur Didier Blanc, Madame Julie Dupont-Lassalle, pour m'avoir donné donc l'occasion, pour la première fois, que mon île natale soit le terrain de recherche. Je vais traiter donc de l'action territoriale de l'Union européenne à La Réunion. Alors, cette action se réalise notamment dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale territoriale, dont l'objectif est de soutenir les régions en difficulté et de réduire les disparités territoriales au sein de l'Union. Donc, cette politique de cohésion s'appuie notamment sur des concours financiers appelés fonds structurels, qui, malgré les changements de dénomination, trouvent leur place pour chaque période de programmation. Alors pour La Réunion, il s'agit tout d'abord du Fonds européen de développement régional, le FEDER, du Fonds social européen, FSE, du Fonds européen pour le développement rural, le FEADER, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP. La Réunion a également bénéficié de ce qu'on appelle les programmes d'initiative communautaire, les PIC, qui relèvent d'une logique différente, à savoir une gestion directe par la Commission. Au titre des PIC, on peut donc citer le programme Régis 1 et 2, donc régions isolées, pour 2 périodes de programmation. On peut également citer le programme Leader et Equal en 89-93. Notre île émarge enfin à la coopération territoriale qui débute en 2000 via le programme Interreg 3B. Cette initiative communautaire évolue en 2007 pour prendre la forme d'un objectif de coopération territoriale européenne qui se décline en 3 volets de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. À l'heure d'aujourd'hui, existe un programme opérationnel, coopération territoriale océan Indien. Donc cette politique de cohésion s'est développée sur 5 périodes de programmation depuis 1989. Ce qui m'amène à poser une question: quel bilan peut-on dresser de ces 28 années? Alors ce bilan de ces 28 années de coopération comporte plusieurs facettes. Tout d'abord, il y a une dimension économique et financière. Il s'agit de se demander comment l'action de l'Union européenne se traduit financièrement et quels sont les résultats en termes économiques. À cette question, il est très difficile d'apporter une réponse qui touche à l'évaluation des politiques publiques. À notre connaissance, il n'y a pas d'étude d'impact économique des fonds qui ait été réalisée sur un plan scientifique. Cependant, les évaluations ex post permettent de s'en faire une idée. Cependant, déterminer la part du développement de l'île qui est due à ces fonds est chose peu aisée en raison du cofinancement des projets et du maillage des politiques publiques en général. Donc, dans le cadre de cette étude, on envisagera donc plutôt les réalisations que les résultats. Ensuite, mon étude porte sur la façon dont les outils de cette politique de coopération, de cohésion, ont été mis en œuvre à La Réunion. Il s'agit ici de répondre à la question du comment. L'optique choisie est ici plus juridique. En effet, chaque programmation est accompagnée d'une réglementation qui a beaucoup changé au fil des différentes programmations. Je ne vais pas rentrer donc dans le détail des réglementations, je ne vais pas faire un historique complet de ces réglementations, mais je vais mettre en lumière les spécificités réunionnaises de la mise en œuvre de ces réglementations. En effet, à partir de l'an 2000, pour chaque programme, une stratégie est définie au niveau de l'Union avec des objectifs à atteindre. Cette stratégie européenne est déclinée au plan national par ce qu'on appelle un cadre de référence stratégique national, le CRSN. Ce CRSN formalise une stratégie nationale d'utilisation des fonds structurels. Les orientations du CRSN sont déclinées au niveau territorial par des programmes régionaux, donc par des stratégies de programmes qui correspondent à la mise en œuvre des objectifs européens sur le territoire. Le contenu de ces programmes et les conditions d'application sont précisés dans des documents cadres. Jusqu'en 2006, on appelait ça le document unique de programmation, le DOCUP. Depuis 2007, ce sont des programmes opérationnels par fonds, un PO FEDER, un PO FSE, etc. Cette déclinaison régionale des programmes suppose en amont la réalisation de ce qu'on a appelé un diagnostic de territoire. Alors en 2007, le diagnostic de territoire s'articulait sur plusieurs points. Donc on examine les enjeux, le profil sociétal, économique, environnemental de l'île. On analyse les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces par domaine. C'est ce qu'on appelle l'analyse AFOM, donc atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Cette analyse AFOM est confrontée aux enjeux et aux orientations de la stratégie intégrée. Donc le diagnostic de territoire, il permet de définir la stratégie de programme. On va donc décliner chaque moyen pour atteindre
les objectifs qui ont été fixés par la stratégie de programme. Dans notre île, tout ce travail est le fruit d'un partenariat entre l'État, la région et le département. Et c'est ce partenariat qu'on appelle la méthode réunionnaise. La méthode réunionnaise qui dure depuis plus de 20 ans. Alors sa pérennité est mise en péril par la nouvelle philosophie de gestion sectorisée qui irrigue la programmation 2007-2013. Donc à La Réunion, les acteurs ont développé ce qu'on a appelé une stratégie intégrée plurifonds. Alors qu'est-ce qu'une stratégie intégrée plurifonds? Le terme plurifonds correspond à une idée qui est relativement simple. C'est l'idée de réunir les fonds qui ont des objectifs différents dans un ensemble financier et d'obliger les États à rendre harmonieux l'usage de ces fonds dans un programme global qui poursuit des objectifs multiples et cohérents. Donc chaque fonds a sa spécificité, chaque fonds sert à un objectif particulier, mais ensemble, ils vont être au service des territoires. Et donc la stratégie globale de développement s'appuie sur chacun de ces fonds qui pourtant poursuit des objectifs différents. Donc en fonction du projet, on va choisir le fonds adéquat, on va piocher. Le caractère intégré, lui, de la stratégie se définit en opposition à un caractère sectoriel. Plus encore, cela renvoie à la nécessité d'établir des connexions ou des relations entre les actions menées. À La Réunion, définir une stratégie intégrée n'a pas été un problème. Chaque docup a pu être finalisé jusqu'en 2006. Et on a même poussé la logique un peu plus loin, puisque les acteurs réunionnais ont eu la gestion la plus intégrée possible. Alors, la plus intégrée possible, parce qu'en réalité, on ne gère pas le FEADER comme on gère le FSE, donc il y a quand même des disparités. Mais on a essayé d'aller le plus loin possible dans l'intégration. Alors, la seconde particularité de la méthode réunionnaise est en relation avec le principe de partenariat. Sur ce point, les divers intervenants réunionnais ont souhaité être véritablement acteurs de leur propre développement et les élus de l'époque ont insisté pour mettre en œuvre ce qu'on a appelé une gestion partenariale des fonds. Et l'État, par la voix de son préfet, a accepté de partager son pouvoir lors de la prise de décision stratégique. Donc c'est un partage entre l'État et la région. Ce partage comportait également dans les esprits d'élus de l'époque, notamment Pierre Lagourgue, président de région, un partage des responsabilités consubstantielles à la participation à la prise de décision. Donc on prend la décision ensemble, mais on est responsable ensemble. L'accord de l'État et le poids de la région, en 89, ça faisait 6 ans que les régions étaient en place, ça faisait pas longtemps. L'accord de l'État et le poids de la région dans le pilotage des projets européens dès le départ sont deux éléments particulièrement anachroniques par rapport à ce qui se faisait dans le reste de la France à l'époque. Enfin, dernier élément caractéristique de la méthode réunionnaise, c'est dans la mise en place d'une organisation particulière pour la gestion de ces fonds, donc ce qu'on a appelé des outils intégrés. Alors, premier outil intégré, l'AGIL. L'AGIL, c'est l'Agence de gestion des initiatives locales en matière européenne. C'est une structure partenariale qui réunit l'État, la région et le département, et elle aide à la mise en œuvre des programmes européens. Alors, l'idée de l'AGIL, pourquoi on a créé l'AGIL? Parce qu'on a considéré que cette politique de cohésion était un projet. Donc c'est un projet public pluriannuel. Et pour un projet, il faut une équipe projet. Et l'AGIL, c'est cette équipe projet. C'est une équipe dédiée qui ne prend pas de décision. Elle ne gère pas les fonds à proprement parler. Elle va mettre de l'huile dans les rouages plus qu'elle prend des décisions. Donc c'est un système d'aide. Et surtout, c'est la première structure en France qui est entièrement dédiée à la gestion des fonds, qui s'occupe à plein temps de la gestion des fonds des programmes européens. Alors, tous les outils de gestion ne se résument pas à l'AGIL. En effet, on a également mis en place une gouvernance partenariale et procédurale qui s'exprime à travers deux éléments. D'une part, on a à La Réunion un comité national de suivi qui est coprésidé par le représentant de l'État et les deux présidents des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on a une coprésidence à 3 avec État, département, région, depuis le début. Donc coprésidence tout à fait inédite. On a également ce qu'on appelle un comité local de suivi, une instance qui est présidée par le SGAR et les DGS des deux collectivités territoriales, instance qui examine régulièrement les dossiers. Ce comité local de suivi émet un avis qui est presque toujours suivi, et l'AGIL est le secrétariat de ce comité. Enfin, troisième élément de cette organisation, cette gouvernance partenariale, c'est le système des dossiers uniques. Alors, les services instructeurs, qui sont l'élément principal du système de gestion, font l'interface entre le demandeur et l'autorité de gestion.
Et ce service instructeur gère des dossiers uniques au sens où il gère à la fois la part relative aux demandes de fonds européens et la part relative à la contrepartie, c'est-à-dire la part pour laquelle il y a un cofinancement. Donc les deux sources de financement sont gérées de la même façon, ce qui est un élément qu'on ne retrouve pas dans d'autres systèmes métropolitains. Donc la méthode réunionnaise peut se résumer ainsi, avoir pris donc la réforme avec un certain élan et en avoir tiré des conséquences organisationnelles et politiques. Alors, cette méthode a donné des résultats sur le terrain, mais elle est mise en péril lorsque la Commission sonne le glas du DOCUP. En effet, en 2006, la fracture se produit, le DOCUP est relégué à l'histoire, et c'est le début d'une certaine forme de désintégration. Aujourd'hui, à l'époque, il était presque interdit de faire une stratégie intégrée, puisqu'il fallait déposer une stratégie par fonds. Qu'à cela ne tienne, à La Réunion, on s'accroche envers tout à la méthode intégrée. Même si cela n'est plus demandé, tous les intervenants ont tenté de garder la gestion la plus intégrée possible. Donc la programmation 2007 est gérée presque comme avant. Pour les indices, on se reportera, pour les preuves, je vous reporterai à ma version écrite, là je vais passer. Donc le risque de la gestion sectorisée ne s'est pas concrétisé dans l'île en raison de la volonté des acteurs de conserver cette caractéristique intégrée de la stratégie. En 2014, la donne change encore. La Commission, insatisfaite du résultat de la précédente programmation, semble vouloir changer un peu les choses. La convergence entre les territoires est une question qui n'est pas réglée. À l'échelle de La Réunion, on peut constater que le territoire s'est transformé, mais les seuls fonds européens sont insuffisants pour développer l'île. À titre d'illustration, la programmation 2014-2020, c'est plus de 2 milliards, mais c'est plus de 2 milliards sur 7 ans. Donc si vous me permettez ce calcul, ça fait à peu près 300 millions par an. Sauf que 300 millions à l'échelle individuelle, c'est super, mais 300 millions à l'échelle de l'île, c'est finalement pas grand-chose pour faire développer le territoire. Donc on ne peut pas non plus demander à la politique de cohésion plus que ce qu'elle donne. De plus, rendre compte donc aux chefs d'État et de gouvernement de l'emploi de ces fonds n'est pas aisé, tant au niveau macroéconomique qu'au niveau régional, l'analyse de l'impact des fonds est difficile à faire. Ce qui explique en partie la critique sur le résultat. Donc il fallait qu'un système plus visible de résultats soit mis en place. Et c'est pour ça que la Commission propose un double pilotage financier et par la performance. Donc on a des objectifs assez précis qui ont été fixés. Par exemple, en matière d'éducation, l'objectif est d'arriver à un taux de décrochage scolaire de moins de 10%, ou de faire en sorte que 30% des 30-34 ans soient titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc on a fixé des objectifs très précis et les indicateurs vont devoir montrer l'atteinte de ces objectifs. Alors, ce changement se traduit dans la rédaction des programmes opérationnels, puisqu'avant c'était quelque chose d'assez littéraire, qui se lisait assez bien. Aujourd'hui, c'est une suite de tableaux, il faut quand même s'accrocher. Alors, sur le plan conceptuel, ce qui caractérise la programmation 2014-2020, c'est la tentation de remplacer une démarche ascendante par une démarche descendante, puisque la Commission a négocié directement avec les États les modalités de mise en œuvre des fonds. Cela s'est fait dans l'accord de partenariat qui a été adopté en France le 8 août 2014. Cependant, en France, deux éléments ont amoindri le caractère top-down de l'approche, puisque tout d'abord, l'accord de partenariat a quelque part protégé les régions, et d'autre part, la loi MAPTAM et le décret du 3 juin 2014 ont confié la gestion des fonds aux régions. Donc désormais, c'est la région qui est autorité de gestion. Alors à La Réunion, elle est autorité de gestion du FEDER, le FSE c'est l'État, et pour le FEADER, c'est le conseil départemental. Et là encore, c'est une différence, parce qu'en métropole, ce sont les régions qui sont autorité de gestion du FEADER. Chez nous, c'est le département. Alors aujourd'hui, il est trop tôt, en 2017, pour déterminer quels sont les impacts de ces changements et si le risque de la gestion sectorisée s'est réalisé. Alors ce serait donc quand même dommage, puisque pour l'instant, on peut constater que La Réunion a su profiter de l'opportunité que ces fonds constituaient pour accélérer son développement. Alors, nul besoin d'une étude approfondie pour affirmer que La Réunion non seulement s'est développée, mais elle l'a fait à un rythme relativement rapide. Alors un bel effort de rattrapage a été effectué ces presque 30 dernières années, même s'il y a encore du travail à faire, déjà en raison de la démographie, qui permet qu'on est toujours en train de courir derrière la démographie, et en raison des handicaps structurels de l'île, à savoir le relief accidenté et le climat. Alors ces deux réserves étant posées, on peut jeter un œil vers le passé et constater que l'île s'est développée de façon assez harmonieuse, et on peut espérer pour l'avenir qu'elle devienne une société réunionnaise de la connaissance durable et inclusive. Alors les fonds structurels ont eu une influence déterminante sur l'aménagement du territoire, le développement économique et les services à la population. Alors au titre de l'aménagement du territoire, tout d'abord les fonds structurels ont permis d'aménager les portes d'entrée de l'île, port et aéroport. On voit en haut, à droite ou à gauche, je ne sais pas trop, une vieille photo de l'aéroport de Saint-Denis, on voit un peu le développement
qui a pu y avoir grâce notamment aux fonds européens, pas que bien sûr. Donc l'aéroport Roland-Garros, lui, a bénéficié du FEDER pour l'allongement de la piste, la création d'un aérogare fret, l'aménagement de l'aérogare pour le flux croissant de passagers. L'aéroport de Pierrefonds n'est pas en reste, puisque lui aussi a étendu son aérogare et a créé une zone de fret. Le port de la Réunion a également bénéficié des fonds pour le développement des infrastructures de pêche et pour l'agrandissement du port de commerce. Tous les ports de plaisance de l'île également, Sainte-Rose, Saint-Gilles, Sainte-Marie, Saint-Pierre, ont bénéficié du fonds FEDER. Ensuite, l'aménagement de l'île est passé par le développement des axes routiers. Le FEDER, lui, n'a consacré que les plus grands axes, c'est-à-dire la RN2 en direction de l'Est, la route des Tamarins et la NRL. Ensuite, toujours au titre de l'aménagement, donc là il y a une vieille photo, toute vieille photo de la route du littoral, je ne sais pas quel c'est celui-là. Donc on voit un petit peu le changement. Toujours au titre de l'aménagement du territoire, les fonds structurels ont également soutenu des politiques concernant la ville, les quartiers, les bourgs et les villages. Donc là, vous avez une image du programme de la démarche qualité village créole que le PO FEDER 2007-2013 a soutenu. Puisque l'objectif de village créole, c'est de renforcer l'attractivité des bourgs. Le FEDER a également permis l'amélioration des infrastructures de base, c'est-à-dire réseau d'assainissement et réseau potable. Et c'était nécessaire puisqu'il y a 15 ans, on était en totale situation d'illégalité. Aucune station n'était aux normes et en plus, tout le monde n'était pas raccordé au réseau d'assainissement. Donc aujourd'hui, toutes les stations qui ont à peu près moins de 15 ans ont été financées en partie par le FEDER. Le FEDER a également financé des stations de potabilisation de l'eau et des forages nécessaires pour l'adduction de l'eau. Le FEDER a également un volet environnemental. Et en 2013, l'un des axes, c'était la fourniture d'une énergie respectueuse de l'environnement. Donc on a beaucoup développé tout ce qui est chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques à usage domestique, etc. Au niveau du développement économique, déjà le développement économique s'est réalisé à travers les effets induits de l'aménagement du territoire. On peut également identifier plusieurs secteurs qui se sont fortement développés: agriculture, pêche, tourisme, industrie et artisanat de production. Alors un petit mot sur l'agriculture. L'agriculture réunionnaise doit presque tout aux fonds européens. Il n'y a pas un domaine de cette agriculture qui n'ait pas bénéficié des fonds européens. Je vous passe le détail. Au final, on est passé, dans les années 60, d'une agriculture vivrière de subsistance à une production agricole très dynamique qui couvre, et c'est quand même pas le cas de tous les DOM, 80% des besoins en produits frais à l'île de la Réunion. Second secteur économique qui a un fonds dédié, lui, c'est la FEP, c'est la pêche. La pêche a bénéficié à la fois donc de l'IFOP en 2006, du FEP en 2007-2013, du PFEAMP qui est un programme national, donc dans un certain nombre de domaines. Alors, la pêche réunionnaise est néanmoins confrontée à un problème politique. Le député s'en faisait l'écho hier après-midi, puisque la politique européenne vise la réduction du nombre d'armements, alors que nous, on a besoin exactement de l'inverse. On a besoin de créer, on a besoin d'avoir des bateaux de pêche et d'aller pêcher. Et que c'est pas du tout les besoins de la Réunion ne sont pas en adéquation avec la politique européenne de la pêche aujourd'hui. Troisième secteur qui a beaucoup bénéficié des fonds européens, c'est le tourisme. Le tourisme s'est appuyé là sur tout. Le FEDER pour les équipements, sentiers de randonnée, stations balnéaires. Il s'est appuyé aussi sur le FSE, l'apprentissage des langues étrangères. Il s'est également appuyé sur un certain nombre de mesures qui visaient à valoriser le patrimoine. Il a également bénéficié d'un soutien du FEOGA au titre, je vous cite, de la gestion de la forêt d'une manière multifonctionnelle et durable. Une époque qui est quand même pas si lointaine. Il y avait moins de 10 lycées et collèges à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, on est passé à plus de 50 et le mouvement n'est pas terminé parce qu'on suit l'évolution démographique et qu'on a encore besoin de construire des collèges et des lycées. Donc le mouvement de rattrapage n'est pas terminé. En matière de FSE, en matière de formation, pardon, c'est au FSE qu'on doit toute l'action sociale et médico-sociale.
toute l'alternance, toute la formation professionnelle, la mobilité éducative dont certains ont peut-être bénéficié ici. Dans l'enseignement supérieur, l'université, croyez-moi, n'est pas en reste. Elle a pu largement bénéficier du soutien du FEDER, le bâtiment Smarties, le parking, l'amphithéâtre bioclimatique, l'abbaye Sciences, la résidence des chercheurs au tampon. Le FSE finance également les bourses doctorales et la mobilité des étudiants. Au niveau de la recherche, plus largement, elle est également financée par le FSE, par les bourses doctorales, par des projets de recherche, mais aussi par le FEDER. Là, vous avez l'image du CIROI, parce qu'on a un cyclotron à La Réunion. La plateforme de réception d'imagerie satellite CISOI à Saint-Pierre. La station d'observation de mesures atmosphériques au Maïdo. On a quand même des équipements de qualité à La Réunion. La culture, enfin, a bénéficié des fonds pour l'aménagement, par exemple, de conservatoires à rayonnement régional. Les établissements de santé aussi ont bénéficié du FEDER, notamment pour la création du pôle sanitaire Est en 2007-2013. Alors, donc, la stratégie intégrée plurifonds, elle a porté ses fruits. Et l'effort doit se poursuivre au travers de l'actuelle programmation. Alors, quelques mots sur la stratégie Europe 2020 et l'avenir. Donc, cette stratégie Europe 2020 vise une croissance intelligente, durable et inclusive. À La Réunion, donc, la stratégie régionale de programme se décline en 3 points. 3 points. Le premier vise à dynamiser la montée en compétences et l'accès à l'emploi et la cohésion sociale. Deuxième point, investir dans les leviers de croissance et améliorer la compétitivité des entreprises et susciter l'innovation. Troisième point, optimiser les performances du territoire. Donc, c'est valoriser l'environnement pour en faire un élément du développement économique. Donc, je le disais tout à l'heure, La Réunion a bénéficié, au titre du PO FEDER, FSE et FEADER, à peu près de 2 millions. Elle bénéficie également au titre du programme Interreg 5 Océan Indien de 63,2 millions d'euros. Mais on bénéficie également du programme opérationnel national Initiative pour l'emploi des jeunes à hauteur de 28 millions d'euros et du programme national FEAMP pour lesquels je n'ai pas de chiffres. Alors, les actuelles programmations, elles restent dans la continuité des précédentes. Que ce soit pour les infrastructures nécessaires, que ce soit pour la continuité en matière donc, de formation. Le programme national IEJ, donc, qui prévoit 36,6 millions, va aider notamment le RSMA ou encore l'ADOM pour poursuivre donc, l'insertion professionnelle. Le programme de développement se situe également, de développement rural, se situe également dans la continuité, notamment en ce qui concerne l'optimisation des systèmes de production agricole ou la préservation des ressources naturelles. Donc ces stratégies se caractérisent par une cohérence avec les précédentes. En revanche, on note un soutien plus important à l'innovation qui va prendre une place très importante, notamment en matière agricole, mais aussi l'écologie. Donc l'écologie aujourd'hui est prise en compte de plus en plus, mais de façon transversale dans chacun des programmes. Enfin, il faut évoquer le programme Interreg 5 Océan Indien, qui a pour but de renforcer les partenariats avec les pays du Grand Océan Indien. Ce programme comporte 2 volets. Un est relatif à la coopération transfrontalière, donc c'est La Réunion et les pays de la COI. Et le deuxième volet, c'est la coopération transnationale entre donc La Réunion et Mayotte d'un côté et les pays Madagascar, Seychelles, Maurice, Comores, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Maldives, Inde, Australie et les TAF. Donc les priorités stratégiques du programme Interreg 5 ne sont que les déclinaisons à l'international de ce qui est fait pour le territoire. Alors, ce programme Interreg 5 Océan Indien a été lancé le 22 avril 2016. D'ores et déjà 2 conventions cadres ont été signées, le 10 et le 11 octobre avec Maurice et le 30 novembre avec les Comores. Déjà 4 projets ont bénéficié de ces fonds. La région, qui en est l'autorité de gestion, a donc déjà largement saisi les potentialités de cet outil. Reste à déterminer si les effets escomptés seront au rendez-vous. Je vous remercie.